Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Si vous ne portez pas les valeurs vraiment qu'on va déterminer pour la boîte, il y a un moment donné, ça ne va pas marcher. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sarah, comment vas-tu ? Hello Alexis, très bien et toi ? Eh ben ça va très bien. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui sur le podcast du Human Factor de Yaniro. On enregistre à distance encore, mais ça n'empêche pas la chaleur, comme je le dis à chaque fois. Moi, j'ai un grand sourire aux lèvres. Je suis très content de me lancer dans cet épisode à tes côtés. Donc, vous avez cliqué sur l'épisode, vous avez une petite idée de qui parle aujourd'hui et de ce dont on va parler. Mais tout de même, je vais peut-être te laisser te présenter. C'est la tradition. Et puis, Conto, tout le monde connaît évidemment, mais on ne sait pas forcément exactement ce que tu y fais peut-être, et surtout on ne sait pas comment on présente Conto à l'heure où on se parle en mars 2022. Donc est-ce que je te laisserai pas démarrer les présentations finalement ? Merci beaucoup de m'accueillir, c'est vraiment super de pouvoir partager un peu ce que je vis chez Conto et j'espère pouvoir aider toutes les personnes qui se posent des questions sur la culture en général. Donc merci, moi je suis Sarah, je suis VP People chez Conto, DRH en français, comme vous voulez. Et je travaille chez Conto depuis plus de 4 ans et demi. Donc j'ai rejoint la start-up, on était encore une toute petite boîte, on était 40, mais je me rappelle à l'époque quand je suis arrivée, les gens me disaient oh là là, il y a une RH, ça y est, on est gros. Non, on n'était que 40, donc franchement c'était encore petit. Et aujourd'hui, on est plus de 500. Moi dans mon équipe, j'ai 50 personnes. Donc c'est je suis arrivée, j'étais toute seule, on est 50. Bref, grand changement et bouleversement depuis 4 ans et demi. Très forte croissance, beaucoup d'aventures depuis ces années. Conto, je présente pas. Conto, en gros, notre objectif, c'est très rapidement, on veut aider les TPE, PME dans leur gestion bancaire, leur faciliter la vie, leur donner un maximum d'énergie pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Donc, on offre un compte bancaire et plein d'outils qui vont graviter autour pour faciliter le quotidien. On a plus de 200 000 entreprises clientes, donc 200 000 entreprises, pas 200 000 utilisateurs, donc ça commence à être assez gros. Je disais plus de 500, on est présent dans 4 pays. On a ouvert en fait 3 nouveaux bureaux en Allemagne, Espagne, Italie il y a un peu plus de 8 mois maintenant. Donc l'aventure est assez incroyable, en effet. Et Yaniro a le plaisir de faire partie de ces 200 000 et on est ravis depuis 4 ans, nous-mêmes aussi, c'est 3 ans et demi. C'est pour ça que j'ai accepté de faire le podcast. C'est normal. Lien d'affiliation non, pas du tout. Mais en tout cas, on pense beaucoup de bien de Conto en tant qu'utilisateur. Mais là, on va pas parler produit. Il y a plein de manières et plein d'endroits où entendre parler du produit Conto. On va parler de l'interne, de la culture. Donc tu disais, toi, tu as vu le 40 à 500 et and counting, j'imagine, parce que vous êtes encore sur une trajectoire de croissance. De quoi on va parler et quel est l'angle par lequel on va prendre le sujet ? On en a beaucoup parlé avec Sarah. Déjà, je tiens vraiment à la remercier d'ouvrir un peu le capot et de prendre le temps de l'échange un peu à bâton rompu avec moi, parce que c'est des sujets qui sont par nature insaisissables. Enfin, c'est pas des sujets sur lesquels il y a un playbook et il faut et on sait, on navigue en terrain connu. Non, on navigue toujours à vue. On va parler de la culture. Donc ça, rien de très nouveau sous le soleil, au sens où n'importe quelle entreprise en forte croissance a besoin, en tout cas intérêt, de s'intéresser à la culture, mais là où on va prendre un angle particulier, c'est que la culture de Conto, moi je vais le dire avec mes propres mots, Sarah le dirait sûrement autrement, fait partie des cultures qui sont très marquées, qui sont très clivantes by design, et c'est un parti pris qui est construit à la fois de facto et par une intention particulière. Et l'idée, c'est à la fois d'échanger sur qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça sert, comment ça se vit au quotidien et comment ça se maintient.
dans une boîte en forte croissance et de prendre vraiment pas quelque chose de général, mais de parler du cas Conto, de ce que toi tu vis au quotidien, ainsi que toutes les personnes dans Conto, pour voir comment ça s'anime. Je ne te cache pas que dans mon petit cerveau d'Alexis, très enthousiaste par tous ces sujets, il y aurait un parallèle, une filiation, une amitié commune avec le cas Netflix qui ne me surprendrait pas trop, mais on en reparlera pendant la discussion. Est-ce que ça te va, Sarah? Est-ce qu'on y va? On y va, c'est Eh parti. ben, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est que les piliers de la culture Conto? Est-ce qu'ils ont évolué depuis le début? De quoi on parle? Alors déjà, j'ai envie de dire que c'est un très bon indicateur que de dire que la culture de Conto, elle est clivante parce que, en fait, on construit pas la Pour moi, c'est un culture. compliment. Hein. Ouais, mais en fait, on la construit pas pour qu'elle soit clivante, mais du coup, le fait qu'elle soit vue comme, en tout cas, marquée, comme tu disais, de l'extérieur, en fait, c'est super parce que ça montre qu'elle est forte. Et du coup, effectivement, travailler sur la culture, c'est se dire que on a envie qu'elle soit vécue, transmise en interne et du coup comprise aussi en externe, toujours pour le même objectif. Hein. Moi, mon rôle, c'est attirer les meilleurs profils et les faire grandir et leur faire vivre la meilleure histoire possible. Donc évidemment, la culture, c'est un élément sur lequel on va s'appuyer. Mais déjà, j'ai envie de dire, enfin moi, je viens d'un environnement, j'étais chez L'Oréal avant, donc j'ai connu le côté grand groupe avec une culture très très marquée, où les gens sont vraiment passionnés. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours transportée. Et en fait, quand je suis arrivée chez Conto, j'ai senti qu'il y avait cette même appétence de vraiment de passion. Et alors, c'est drôle parce que quand on parle de culture, il y a toujours ce fantasme de dire on projette quelque chose, on a envie de devenir cette boîte avec ses valeurs bien affichées parce que voilà, on a toujours fantasmé ces éléments. Et quand je suis arrivée chez Conto, les fondateurs, comme beaucoup, hein, avaient organisé un team building. Alors, il y avait peu de personnes, où ils avaient commencé à discuter de la culture et pour définir un peu les valeurs. Et je me souviens très bien d'avoir eu une discussion avec eux en disant, oh là là, mais franchement, ça fait une semaine que je suis là et franchement, c'est pas vraiment ce que je ressens. Je dis pas que ce qu'ils avaient déterminé, c'était faux, mais c'était pas les éléments les plus importants. Et je leur ai dit, en fait, la culture, et on a eu la discussion, ils étaient complètement d'accord, il faut que ça vienne de vous, de vos tripes, parce que la boîte Conto, c'est vos tripes. Donc, en fait, si vous portez pas les valeurs vraiment qu'on va déterminer pour la boîte, il y a un moment donné, ça va pas marcher. En fait, on va un peu se perdre. Et ce qui est vrai, c'est que maintenant, avec du recul, 4 ans et demi plus tard, les valeurs qu'on avait déterminées, elles sont toujours les mêmes et surtout, elles n'ont jamais été remises en question. Donc, ça montre que normalement, ça marche. Évidemment, les valeurs, je parle des valeurs parce que c'est simple, c'est un peu le slogan, la tagline d'une boîte. C'est facile, c'est identifiable. Nous, on a 4 valeurs, ambition, teamwork, mastery et integrity. Je les traduis pas en français, je trouve que c'est un peu moins joli, mais je pense que c'est assez facile à comprendre. Et ces valeurs-là, elles représentent vraiment la manière dont on bosse chez Conto. Mais encore une fois, c'est un élément de notre culture. Alors, je vais déjà gratter un petit peu par ici pour comprendre, parce que je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, et je me mets à la place des personnes qui écoutent, et qui, c'est forcément des questions qu'on se pose quand on y est confronté. Donc là, ce que je comprends, tu me dis si je comprends de travers, c'est que il y a eu un exercice de mise en place des valeurs qui a été envisagé au moment où tu étais arrivé dans un événement un peu de team building, comme, enfin, ce qui est le playbook startup qu'on peut voir un peu partout. Hein. C'est, Blablacar a beaucoup, et le Galion ont beaucoup construit ça, notamment, et c'est un très bel outil pour l'écosystème startup. Et toi, quelque part, tu es arrivé en disant, ok, on peut saluer la manière de faire, mais dans la vraie vie, ne nous leurrons pas, vous êtes les capitaines du bateau, et si par malheur, entre guillemets, les valeurs, c'était des valeurs qui existent, mais avec lesquelles vous n'êtes pas alignés, ça va poser problème, quoi. Donc, sortez les tripes et vous cachez pas derrière votre petit doigt.
Exactement. Et je me rappelle, là, en parlant, je me rappelle avoir fait l'exercice d'aller benchmarker les valeurs des boîtes qui nous faisaient un peu rêver, les Airbnb, les enfin tous les GAFA, les Netflix et compagnie, en se disant, OK, les Nike, enfin des marques qui sont très fortes, qui sont voilà, dans le monde entier, connues, identifiées, ça, avec des cultures aussi marquées. On s'est dit, OK, quelles sont leurs valeurs? Et du coup, benchmarkons, puis prenons un peu ce qu'il y a le meilleur de tous ces mondes et créons le nôtre. Et en fait, non, encore une fois, ça marche pas. Donc vraiment, la première leçon, c'est les fondateurs, ça vient d'eux. La culture, les valeurs, ça vient d'eux. Après, il faut se poser la question de à quoi ça sert en fait la culture. Pourquoi on va se poser les questions de quelle est notre culture. Et en fait, c'est marrant, je relisais un article dans Madines qu'avait fait Virgile, qui est maintenant fondateur de Figures, qui était DRH de Comet à l'époque, et qui a très bien résumé les choses. Et franchement, c'est exactement ça. En gros, la culture, c'est 3 choses. C'est faire grandir, ça va nous aider à faire grandir notre équipe dans la bonne direction. 2, prendre des décisions rapidement, en fait, au quotidien. Être aligné sur les valeurs et la culture, ça nous permet de prendre des décisions et d'avancer. Ça, c'est vraiment fondamental. Et surtout, après, ça fait rayonner en fait, notre ADN et notre vision. C'est ce que tu disais, quand Conto a une culture clivante, marquée, etc. C'est ça, en fait. C'est aussi d'aligner les planètes là-dessus. Il y a un dicton qui est assez connu, assez brutal, mais que je trouve drôle, c'est culture eats strategy at breakfast. C'est quand on a une bonne culture, on n'a pas tant besoin d'une stratégie que ça, parce qu'on est plus autodéterminé qu'une équipe qui n'a pas de culture. C'est les règles de vie à bord du bateau, ça va avec la vision, ça permet quelque part de savoir un petit peu où on va. Et je voudrais juste, on va avancer, hein, mais pour guider sur deux autres épisodes qu'on a fait là-dessus. Épisode très récent avec Mathilde de Sunday App où la boîte elle s'est structurée donc avec une croissance de dingue, hein, de 4 à 400 personnes en un an, et ils ont pris le parti de construire la culture et les valeurs day one, et ça s'est fait donc de facto avec les fondateurs et Mathilde, et c'est intéressant parce que ça va à contre-courant de ce qu'on peut entendre de construire la culture quand on est 10-15 en faisant un grand exercice collectif. Donc je trouve ça intéressant. Qui a tort, qui a raison, faut pas le voir comme ça, mais faut voir les bénéfices et inconvénients de chaque manière. Et un épisode que j'ai adoré, qui est pas dans le podcast du Human Factor, mais dans le podcast My Own Leadership de Yann Hiro, avec Anthony de Feed, donc Anthony Bourbon, où on a vu les dérives d'une culture qui pourrait fonctionner pour la boîte, mais qui est pas ressentie de manière tripale, parce que pour celles et ceux qui s'en rappellent, Feed, avant d'avoir le branding, l'image, la culture très marquée et très puissante qu'elle a maintenant, était sur une image qui était beaucoup plus proche de ce qu'on attendait d'eux dans le food, dans le wellness, etc. Donc avec des ukulélés, des petits xylophones en arrière-plan et quelque chose de très inoffensif entre guillemets. Et il y a eu un virage à 180 degrés effectué par Feed qui a été très salutaire, parce que ni Anthony ni les équipes ne se retrouvaient dans cette image. Ça les mettait mal à l'aise parce que c'était pas leur culture. Donc moi je trouve que c'est un sujet qui est passionnant, et donc je voulais rentrer dans les détails. On parle de l'intérêt d'une culture. Ok, ça, je suis tout à 100% d'accord avec toi. C'est quoi l'intérêt, entre guillemets, un quote-unquote, d'avoir une culture qui est très marquée? Quelle est la valeur que toi tu vois à la fois dans l'étincelle que tu as donnée au cofondateur au démarrage, en tout cas la manière dont tu as positionné les choses, et dans ce que tu vois maintenant que le chemin est parcouru, sur le fait d'avoir une culture qui est marquée? Moi j'utilise le terme clivante, et peut-être peut-on définir qu'est-ce que ça veut dire finalement une culture marquée et clivante? La culture marquée, la culture marquée pour moi, c'est on sait ce qu'on vient chercher chez Conto, on sait ce qu'on va trouver. En fait, c'est une forme d'honnêteté, je trouve. Donc nous, ça va avec notre valeur aussi d'intégrité. Et c'est vraiment cette notion d'alignement. Hier soir, on était en soirée Conto, donc ça, c'est les leviers pour faire vivre la culture, voilà. Et je croise un manager qui avait participé à une formation de manager le matin même, et qui me dit ah, c'est marrant, on a repris la formatrice parce qu'à un moment donné, elle nous a orientés sur une solution, sur comment on donne le cap à une équipe et les objectifs, en lui disant « Ah non, c'est pas Conto ». Et dans la salle, on était tous d'accord pour dire que non, si en gros l'équipe n'était pas alignée avec les objectifs, c'est qu'il y avait un problème, et que donc il fallait qu'on réfléchisse à pourquoi on en était arrivé là, et à se poser les questions et pas être hyper directif, chose qu'elle avait l'air de plus ou moins orienter. Et en fait, je me dis, mais c'est là où là, c'est marqué.
c'est hyper fort, c'est hyper puissant. C'est-à-dire que tu as 15 managers dans une salle qui sont là depuis plus ou moins longtemps et qui vont dire ça, c'est pas Conto. Donc ça veut bien dire qu'en fait, effectivement, on est très au clair sur ce qu'on a envie de créer, sur ce qu'on veut vivre en tant qu'individu et en tant que collectif, et du coup, on avance dans la même direction. Et ça c'est incroyable. En fait, quand j'entends ça, je me dis, ok, bah, on avance dans la bonne direction. Rien n'est jamais gagné, il y a toujours beaucoup de travail, mais en tout cas, on avance dans la bonne direction. C'est probablement la meilleure définition. C'est Conto. Tout le monde le reconnaît, c'est pas Conto, ou vous insérez le nom de votre boîte là, et c'est ça, clivant, entre guillemets, c'est qu'on est capable de dire qu'il y a des choses qui rentrent dans le terrain de jeu, des choses qui ne sont pas dans le terrain de jeu par nature. Moi, le travers, si je puis me permettre, c'est le côté original. C'est-à-dire que souvent, parce que la culture, tu l'utilises dans tes leviers image employeur, et souvent, on se dit, OK, comment on peut sortir notre épingle du jeu, etc. Nous, on n'a pas créé la culture pour être différent des autres. On essaye de montrer et en tout cas de dire voilà comment on est. Ça plaît pas, c'est pas grave, mais au moins on est authentique et on est honnête avec qui on est en fait. Et pour les personnes, parce que nous on est donc assez exposés à ce genre de choses, on est très fervents défenseurs et défenseuses du côté marqué, clivant, et au moment de construire une culture, enfin d'assumer en fait, hein, c'est aussi simple que ça, qui on est. Et en fait, ce qu'il y a derrière, moi je le dis avec mes mots, tu me diras ce que tu en penses, c'est d'assumer complètement le fait qu'il y a plein de choses qui sont OK par nature, il n'y a pas bien ou mal, mais par contre, ça a de la valeur de mettre des personnes qui sont alignées vers la même manière de faire, les mêmes objectifs et une même préférence, parce que ça facilite les passages de balles quelque part. Je prends un exemple qui est très 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 bas du front. Prenons la pyramide qualité-coût-délai du projet, un grand classique que tout le monde connaît. Est-ce que le perfectionnisme, c'est mieux que le Pareto ? Non. Ça dépend des moments. 2, ça dépend des équipes. Il y a des cas de figure dans lesquels il faut être archi perfectionniste, qualité totale, et du coup, la vitesse en pâtit un petit peu. Ou à l'inverse, on va fait est mieux que parfait, et on est speed, et du coup, on assume que les choses sont imparfaites. Là où ça devient problématique, c'est soit quand on prend pas position entre les deux et qu'on dit ouais bon bah écoute, on fait nous on aime bien quand c'est un peu parfait et un petit peu rapide et un petit peu machin, du coup c'est un peu tiède et puis ça permet pas d'angler, ou quand on commence à se persuader qu'il y en a un qui est intrinsèquement mieux que l'autre, alors que c'est pas tout à fait si vrai que ça. Faut juste arbitrer sur le fait de dire sur ce cas particulier, si on doit choisir entre être perfectionniste ou être rapide, on va choisir l'un plutôt que l'autre, et c'est tout à fait OK. Et évidemment, si tu fais partie de l'autre famille quand tu nous rejoins, tu vas être un petit peu malheureux. Si tu es dans une boîte dans laquelle on est Pareto, on est hyper rapide, et que toi tu es quelqu'un de perfectionniste qui a besoin de prendre beaucoup de temps pour faire les choses, tu vas vite te sentir un petit peu marginalisé, alors que c'est pas très grave, c'est juste c'était marqué et t'es un petit peu à côté du marquage, quoi. Comment tu le raconterais, toi? Exactement. C'est ça, c'est en fait, ça nous permet, c'est un vrai moyen d'orienter. Quand on parle du coup, des candidats, typiquement, on essaye au maximum de les impliquer. Donc, on va faire des fit interviews, etc. pour justement évaluer cette partie culture fit chez Conto. Et en fait, parfois, ça marche pas. J'ai encore un autre exemple, parce que j'aime bien parler de choses très concrètes. On a eu un départ récemment, et ça va insister sur qu'est-ce qui est Conto, l'ADN de Conto. On a eu un départ récemment sur un métier, je précise pas mais sur un métier où c'est très difficile de recruter, et notamment parce que la personne avait quand même pas du mal à se remettre en question et à être challengé. Et en fait, un élément fondamental chez Conto, c'est que on est très exigeant, donc on veut avoir des personnes qui réfléchissent, qui prennent de la hauteur, qui construisent qui ont des modèles mentaux au global. Après, ça dépend évidemment de la seniorité, mais surtout qui ont cette capacité à mettre un peu l'ego de côté pour apprendre. Nous, on va mettre la machine en marche pour, en gros, se dire, OK, comment on est dans cette dynamique d'apprentissage permanent. On peut faire des erreurs, on peut se tromper, mais en revanche, on assume, et du coup, on réfléchit à comment on peut faire mieux, individuellement et collectivement, encore une fois. Et ça, en fait, quand on sent que ça marche pas, que ça matche pas, on va pas hésiter à dire, OK, on arrête. En fait, c'est pas grave, mais là, il y a un mismatch.
Donc il y a aussi le fait d'avoir des faisceaux d'indices comme ça qui démontrent qu'il va y avoir potentiellement un sujet avec la culture. Ça permet aussi très, très concrètement d'économiser des coûts importants pour l'entreprise et pour la personne en fait, parce que on sait tout de suite que ça va pas matcher quoi. Super exemple que je vais tricoter un petit peu avec toi pour avancer un peu sur les questions que je souhaitais te poser. Il y a une phrase qui est assez célèbre, je n'ai pas la phrase exacte, mais dans le travail qui a été fait par l'ancienne DRH de Netflix pour justement mettre en avant leur culture, les rouages et tout ce principe de culture marquée, qui disait nous, à Netflix, on assume le fait qu'on crée un environnement de travail qui est le rêve absolu d'une partie de la population, mais que pour une autre partie de la population, ça peut être un cauchemar. Parce que c'est très marqué, c'est très précis. Là, moi, l'exemple que tu me donnes, je le trouve passionnant parce que globalement, pour être à l'aise dans Conto, je vais utiliser de l'anglais, hein, je suis désolé, mais il faut avoir des grandes capacités de coachability, on pourrait dire, d'être capable d'entendre du feedback toute la journée, d'être dans une logique d'amélioration continue parce que c'est la culture. Et il y a tout un tas de personnes, je vais sortir du bois, moi y compris, qui s'épanouissent à donf là-dedans. C'est-à-dire, quand tu as fait quelque chose de bien et qu'on te... Enfin, si vous... Alexis, je ouais. te recrute. C'est bon. Mais voilà, non mais voilà, c'est tout ça, c'est une mascarade. Hein, il va pas sortir cet épisode, Sarah. Hein, c'est une manière d'être recruté. Mais non, mais c'est vrai. Je fais partie des personnes, même dans ma vie personnelle, avec mes amis, avec ma compagne, etc. Où, vu de l'extérieur, ça peut sembler très brutal parce qu'on passe plus notre temps à partager ce qui va pas et ce qui peut être amélioré parce qu'on est câblé comme ça. Mais je sais pas si c'est qu'on a la peau dure ou qu'on le prend d'une autre manière, mais ça va, il y a aucun problème. Il y a toute une catégorie d'autres personnes et il n'y a aucun jugement. C'est une question de où est-ce qu'on est sur le spectre de certains critères de personnalité qui vivent l'amélioration continue comme épuisante, comme une quête sans fin, on voit que le mal, on voit le verre à moitié plein, etc. Et forcément, ça fait pas d'eux des mauvaises ou des bonnes personnes, ça n'a rien à voir avec ça, mais ça peut être un environnement qui est pas hyper épanouissant pour ces personnes-là. Et là, c'est là où tu dis, quand on l'observe, on peut dire, bah écoute, no hard feeling, mais par contre, on va s'arrêter parce que tu vas pas être très heureux et très heureuse ici, et puis nous, on va pas savoir exactement comment bosser correctement avec toi. Donc, ma vraie question, c'est quand on assume d'avoir une culture qui est très marquée, qui est très puissante, c'est quoi les effets de bord à éviter? Et moi, je vois deux grands types d'effets de bord à éviter. La première, c'est comment on évite de diluer une culture qui est marquée parce que, je sais pas, on laisse trop rentrer des personnes qui sont dans un mindset qui est très, très, très différent, qui finit par tordre la culture et ça pose problème, ça crée quelque chose de plus tiède que ce qu'on voulait. Ou, à l'inverse, éviter qu'il y ait des personnes qui aient une culture qui est très différente, qui se retrouvent embarquées dans l'aventure, dans le tourbillon et qui le vivent très mal. Ou d'autres choses. Enfin, c'est quoi les effets de bord à éviter? C'est l'effet de bord principal, c'est effectivement comment on arrive à la conserver, à la faire vivre. Donc il y a vraiment les deux éléments. La conserver par le fait qu'on scale très vite. Là, en janvier, février 2022, on a accueilli 100 personnes, 100 nouvelles personnes chez Conto. Ces 100 personnes-là, elles viennent avec des idées potentiellement de ce qu'est Conto et on a essayé de leur transmettre au maximum de choses pendant le process d'entretien. Mais c'est sûr elles ne sont pas encore complètement immergées dans la culture, les us et coutumes, les rituels, etc. Donc, il y a énormément de boulot là-dessus. Et ça, c'est vraiment un travail à chacune des étapes. Donc, je parlais du processus de recrutement, mais après, il y a la notion d'intégration. Donc, comment on arrive très tôt, par exemple, c'est encore une fois, c'est qu'un exemple, mais les deux fondateurs sont investis dans chacune des sessions d'intégration. On a des promotions, ça classique, on pourrait faire un podcast sur l'intégration, mais tous les 15 jours, sur l'onboarding, tous les 15 jours, on a donc des promos de nouveaux qui arrivent. Et donc, Alexandro et Stevanavi animent une session. Un sur la vision du business, d'où vient Conto, comment on avance, etc. C'est la première session. Et un sur la partie Contoway, et là on rentre vraiment dans notre méthodologie de travail et dans notre mode de fonctionnement, donc là on est à fond sur la culture, et ça permet très tôt de se dire ok, en fait Conto ça fonctionne comme ça. Du coup, comment moi, en tant que personne qui vient d'arriver, je vais naviguer sur tous ces éléments-là, avec tous ces éléments-là. Et après, évidemment, il y a les rituels, etc. Il y a la partie plus
event qui est porté par l'équipe People, il y a énormément de contenu qui est produit, il y a les managers qui sont là pour transmettre. Je dirais que le rôle du leadership, et moi en partie, évidemment, je suis là depuis longtemps, donc forcément, moi, là, je l'ai dans les veines, je l'ai dans le sang, la culture Conto. Mon rôle, c'est de transmettre la passion, en fait. Et le rôle du leadership, c'est ça. Et le rôle même du manager, ça va être vraiment d'accompagner sur cette partie-là. Donc, on parlait de, du coup, conserver avec le scale. Et puis après, il y a dans les effets de bord, je dirais il peut y avoir aussi les mauvaises interprétations de la culture. C'est-à-dire que quand tu vas avoir une culture marquée, tu peux aussi avoir le côté j'ai compris que chez Conto, on parlait du côté remise en question, etc. Du coup, t'es pas à l'écoute, du coup, ça marchera jamais, et du coup, en fait, tout de suite, tirer des conclusions un peu trop hâtives. Et donc ça, il faut aussi faire attention, de se laisser aussi la flexibilité, parce que voilà, gérer l'humain, c'est évidemment la chose la plus complexe qui soit. Et donc voilà, d'éviter d'être trop aussi rigide sur cette partie-là. Et alors concrètement, si on ne peut pas rentrer en détail dans tout, mais peut-être faire une vue d'hélicoptère, c'est quoi les outils que vous avez mis en place? On a parlé de plein, hein, mais si tu fais quelques zooms rapides pour justement arriver à naviguer là-dessus, hein, c'est-à-dire à arriver à conserver la culture sans être trop rigide. Et peut-être, est-ce qu'il y a eu des moments, toi qui es là depuis donc quasiment le début de Conto, des moments où vous avez mis en place certains outils, certains rituels, certains choix en réaction à quelque chose qui était en train de dévisser. En gros, vous vous êtes dit, attends, le process de recrutement, il faut absolument qu'on le tweak pour qu'il devienne comme ci, parce que on a eu tel problème, il faut plus que ça se reproduise. Tiens, là, on s'est rendu compte qu'on est trop rigide, donc voilà comment on s'assouplit. Est-ce que tu peux nous raconter, je pense à tes homologues qui nous écoutent, qui se posent la question de comment concrètement on fait ça dans la boîte qui grossit, quoi. Dans la logique d'amélioration continue, je pourrais pas te donner des éléments, des moments très marqués. En revanche, en fait, c'est en permanence. En permanence, on va se poser cette question. Donc, si tu veux, avant, il y avait telle session d'onboarding, puis on a rajouté celle-ci. Avant, on parlait des valeurs comme ça sur les offres, et puis finalement, on a un peu changé. Donc, en fait, c'est en permanence, on va réorienter. On a eu, il y a pas très longtemps, on s'était posé la question avec la Head of Talent Acquisition, Marjorie, de les collaborateurs interview, donc il y a les contoeurs qui sont impliqués dans les process de recrutement, avaient tendance à vouloir évaluer et checker des compétences. C'était pas du tout l'intérêt des entretiens. Donc revenir sur l'essence de non, en fait, vous, c'est le fit culturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se passe, etc. dans les discussions que vous devez avoir. Donc, je dirais que c'est en permanence. Il y a eu, je pense, franchement, un petit événement qui est venu quand même perturber, c'est le Covid quand même, on peut aussi en parler, où là on s'est dit, ok, du coup concrètement, on peut plus faire l'onboarding comme on faisait, il n'y a plus de soirée, il n'y a plus de moments de convivialité, ou ces moments de prise de parole, donc comment on digitalise tout, comment on crée, en fait on arrive à continuer à diffuser ces valeurs, ces valeurs et cette culture, parce que en fait la culture, elle se diffuse dans les moments formels de travail, la manière dont on travaille, et dans les moments aussi informels. Et donc, du coup, il faut réussir à trouver le juste équilibre. Sur la partie formelle, on mise énormément sur le rôle du leader, du manager. Comme je disais, transmettre la passion, être auprès des équipes sur amener l'amélioration continue. Nous, notre objectif, c'est de faire grandir les gens. Parce qu'on se dit chez Conto que si on y arrive, si on en est là, c'est grâce à des équipes très fortes. Et les équipes, elles deviennent fortes. Pourquoi? Parce qu'elles apprennent tous les jours. Et donc, si tu n'es pas dans cette dynamique de je veux devenir plus fort de jour en jour, je veux apprendre, du coup, pour moi et pour Conto, en fait, il y a un moment donné, voilà, il va y avoir une certaine cassure. Et donc ça, on le transmet énormément par le manager. Du coup, comment ça se concrétise? On a monté notamment, donc je parlais du Conto-Way. Le Conto-Way, c'est vraiment, on a formalisé, on a un des fondateurs qui est Steve Hanavi, qui est très très fort, qui est vraiment très impliqué sur ces sujets et qui est très fort. Et évidemment, c'est porté par les deux, mais il est hyper impliqué sur le Conto-Way. Et le Conto-Way, c'est nos méthodologies de travail. Et là, c'est des outils hyper précis.
franchement, je pourrais rentrer dans les détails, mais j'expliquerai pendant des heures. Mais c'est en gros comment je fais en sorte de visualiser l'activité de mon équipe, visualiser les retards, visualiser les problèmes, visualiser la performance pour pouvoir engager des discussions d'amélioration. Donc ça s'appelle par exemple le Kanban. Et en fait, on a des outils très concrets. Donc, on va former les managers sur ça. Et on les forme via ce qu'on appelle le Contoway Office. Donc, on a recruté quelqu'un en interne qui a monté des modules de formation et qui forme des promos de managers à nos méthodologies de travail. Et en fait, ça, c'est le meilleur outil pour être sûr qu'on scale nos méthodologies de travail et donc, de fait, notre culture. Alors, je vais reprendre dans un dézoom et tu vas me dire si tu t'y retrouves, parce que tu as raison, c'est difficile de mettre le doigt sur une chose en particulier, mais ce que je reprendrais volontiers, c'est comment est-ce qu'on fait en fait pour éviter les effets de bord dans une culture clivante. Bah déjà, on la dessine bien, en retour au tout début, hein, c'est-à-dire on sait de manière assez précise, portée par les valeurs, portée par d'autres choses, qu'est-ce qu'on attend des personnes qui sont à bord du bateau Conto en l'occurrence. Deux, ça paraît naturel, on l'oublie même, bah, on met quelqu'un en charge de ça. C'est-à-dire, on en fait une priorité, c'est ton job, hein, Sarah, depuis longtemps. Tu as une équipe qui le fait dans tous les différents endroits de la partie people de Conto. Et ça, c'est quand même un petit message pour toutes les boîtes qui se retrouvent à 50 personnes et qui se disent tiens, on a toujours personne qui fait la partie people et maintenant on va être obligé parce qu'apparemment, à 50, quand on est en France, il y a des trucs légaux qui se passent et tout. Bon, moi je pense que ça vaut le coup de se poser la question assez rapidement parce que c'est sûr que si c'est le job de personne, c'est une priorité, ce sera une variable d'ajustement de la croissance de la boîte, hein, c'est mécanique, hein. C'est comme si vous aviez pas de personne en charge de la growth, bah, la croissance elle se fera de manière erratique, évidemment. Bah, là c'est un peu pareil. Ce que j'entends, c'est avec derrière le Contoway, c'est chemin faisant, j'imagine, aux différents endroits de la vie d'un collaborateur, une collaboratrice de Conto, vous êtes capable de savoir d'un point de vue méthodologie, d'un point de vue posture, c'est quoi la manière de faire Conto et de former les managers pour s'assurer que ça perdure et ça grandisse en même temps que le reste, quoi. Et donc ce que je ressens, c'est quelque part ne pas hésiter à être dans un travail de précision, d'arriver à bien définir ensemble les fondamentaux de sa culture et de les partager. Ça peut être potentiellement aussi simple que ça. Et après, une fois qu'on a une logique d'amélioration continue, ça s'affine, quoi. Exactement. En fait, je pense que le message, c'est de se dire, si vous voulez une culture, encore une fois, forte et qui est bénéfique pour l'entreprise et la croissance de la boîte, il faut y investir du temps et des ressources. Et en fait, typiquement, je prends encore une fois le rôle du manager parce que c'est vraiment l'angle et le point, enfin en tout cas le point central chez nous, c'est en fait on a construit la formation manager en interne, en priorité. Ça fait 4 ans et demi que je suis chez Conto. On commence à lancer des formations externes parce que maintenant, on est sûr de ce que c'est le rôle d'un team leader chez Conto. On est sûr de quels sont les fondamentaux qu'ils doivent avoir. Et donc, du coup, on peut s'appuyer un peu sur l'externe pour aller chercher des choses qu'on ne sait pas, parce qu'évidemment, on ne sait pas tout et il y a des experts incroyables partout. Mais en fait, au départ, on a vraiment pris le pari de se dire, déjà, réfléchissons-nous à ce qui est important chez nous et comment on peut aider nos managers. Donc ça c'est des choses, voilà, c'est des choses qui font, je pense, la différence après à 500 et à plus. Ouais, c'est ce qui fait qu'après, tu as tous tes managers dans une formation externe qui disent ça, c'est pas Voilà. Conto. Parce que les fondamentaux sont solides. Bon. Tu parlais aussi, je voulais rajouter parce que je pensais à ça, en fait, comment tu t'assures aussi que cette culture, elle est bien diffusée partout. Nous, on fait dans la méthode et dans les outils, et ça, je pense que ça peut être aussi très intéressant pour les startups qui nous écoutent, c'est d'aller sur le terrain. C'est-à-dire, quand tu es à 50, tu connais tout le monde, tu sais exactement comment les gens bossent, tu sais, tu vois qui arrive à quelle heure, qui part à quelle heure, quels sont les rythmes, tu connais vraiment tout. En fait, à 500 et plus, c'est évidemment plus possible. Et du coup, de te ramener sur la réalité terrain de temps en temps, c'est clé. Ça, tu vas réaliser plein de choses. Et donc ça, c'est typiquement ce que fait, nous on appelle ça la Green Team, c'est l'équivalent du CODIR. On trouve que ça fait un peu trop grand groupe d'appeler ça le CODIR. Et donc, en fait, on va sur le terrain, on va voir les équipes.
on va voir ce qu'elles font, comment elles bossent, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe pas bien. Et du coup, ça nous permet vraiment de mettre le doigt sur les éléments sur lesquels on va devoir prêter plus d'attention. Alors, Sarah, est-ce que tu es prête pour les questions plus poil à gratter? Tu fais craquer le cou, etc. On en a J'ai cru parlé. qu'on les avait déjà passés, mais Mais ok, très bien. non, mais tu rigoles. Attends, c'était sympathique. Non, il y en a une qui est forcément, ça serait, je pense, problématique de pas la poser, et une autre qui sera peut-être plus surprenante, mais qui est plus philosophique, je pense, sur laquelle il n'y a pas de réponse donnée, mais qui est vraiment une question que je me pose, et j'adorerais t'entendre là-dessus. La première, elle est très simple. Une culture se définit par l'intérieur, mais forcément, il y a de l'extérieur autour. Et on pourrait parler justement de comment est-ce qu'une culture est perçue de l'extérieur. Qu'est-ce que tu as envie de répondre, non pas en argument ou en défensif, mais plutôt pour essayer de bien exprimer les personnes? Et il y en a qui trouvent que la culture conto est dure ou brutale, ou je ne saurais pas dire quel adjectif, mais en tout cas qui aurait des adjectifs plutôt négatifs à donner à la culture conto. Comment tu pourrais quelque part leur donner les clés de comprendre, en tout cas, ce que vous essayez de faire, hein, même s'il y a forcément des effets de bord, c'est impossible d'être parfait. Évidemment, je me dis, c'est tellement, enfin, c'est évidemment pas vrai et pas du tout ce qu'on vit de l'intérieur. Il y a énormément d'indicateurs et de retours de la majorité des compteurs qui le prouvent. Mais ce qui est évidemment, il faut toujours être très attentif à ça. Je pense qu'il y a la limite, c'est en fait une culture dure ou une culture d'exigence. Oui, bien sûr. Et je pense que nous, on est exigeant. On est hyper attentif aux détails. On a besoin d'avoir des gens qui réfléchissent, qui produisent de la qualité et qui ont envie de ça, qui ont, encore une fois, quand on parle d'amélioration continue, c'est comment je peux toujours faire mieux. Donc, dans cette quête, il y a cette notion d'exigence. Donc, ça fait partie prenante de la culture de conto. Et je pense que ça peut être un peu, malheureusement, mal interprété. Et encore une fois, c'est pas grave. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas compris qui on était et qui, du coup, ne s'épanouiraient pas chez Conto. Et d'ailleurs, tant mieux, parce qu'en fait, il en faut pour tout le monde, hein. Le marché, il est hyper compétitif. Il faut trouver la boîte qui correspond le mieux à chacun. Et en fait, c'est ça, je pense, la particularité de Conto. En revanche, quand tu regardes de l'intérieur, je pense qu'il faut quand même prendre un tout petit peu de recul sur la chance qu'on a de faire partie de cet écosystème. Je parle pas que de Conto, je parle vraiment de toutes les startups et scale-up qui investissent des moyens mais énormissimes sur la partie caring, sur en fait comment on fait en sorte que les gens soient hyper heureux de venir au travail le matin. Enfin, on vit quand même dans une époque où on investit, nous, ça se compte en millions d'euros chaque année sur, on va investir sur la santé mentale, on va investir sur la formation, on va investir sur des events sympas, sur des budgets team building, etc. Et tout ça, c'est parce qu'on croit fondamentalement que les gens, il faut qu'ils soient bien. Et voilà. Et après, il y a toujours des déconvenus. Et je pense qu'il y a aussi le travers de prendre des situations isolées et d'en faire une généralité. Et ça, il faut pas. Il y a des expériences qui se passent pas hyper bien. Et encore une fois, l'humain, c'est pas, on n'est pas dans une approche mathématique. Et donc, il y a des fois où ça se passe pas hyper bien. Nous, on fait, et en tout cas, c'est mon rôle de garantir que ça se passe avec le plus d'intégrité, le plus d'empathie, le plus d'humanité possible. Et parfois, on a des histoires qui finissent pas hyper bien, mais c'est pas grave, il faut que ça se fasse sans rancune, quoi. Et alors, ça m'évoque une petite doublette de questions. La première, c'est et du coup, quand toi ou les founders, quand vous identifiez une histoire isolée qui s'est pas très bien passée et qui fait du bruit ou non, hein, mais peu importe, mais qu'il y a quelqu'un qui est capable de raconter son expérience de son point de vue et que ça a été difficile, ça peut être quoi votre réaction? C'est-à-dire, est-ce que vous allez vous dire mince, ou est-ce que ça a merdouillé? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on n'aurait pas dû peut-être embarquer? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on n'a pas onboardé? Qu'est-ce que ça vous apprend sur justement la réalité d'avoir une culture marquée?
Il y a deux choses très concrètes qu'on fait. Un truc très classique chez les RH, mais on a des exit interviews. Donc ça, évidemment, on va prendre les feedbacks des personnes qui peuvent partir de chez Conto pour comprendre là où on a un peu foiré, voire beaucoup foiré parfois. Et du coup, bah, on apprend, ça c'est sûr. Et après, on fait, donc pareil, dans cette idée d'amélioration continue, c'est peut-être le truc que les gens ne font pas forcément dans les boîtes. En fait, on réunit toutes les parties prenantes pour discuter de ce qu'on appelle les red beans, donc typiquement quelqu'un qui part dans des mauvaises conditions, dans mauvais termes, et en tout cas qui est frustré de son expérience chez Conto. Nous, on se réunit, donc s'il y a le recruteur, le manager, parfois le manager aussi du dessus, le référent, le People Dev Manager, donc le HRVP, et en fait, il y a une vraie discussion sur, OK, si on reprend toute l'expérience, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on ferait différemment si on devait refaire cette histoire. Donc c'est toujours dans cette logique d'amélioration continue. Donc oui, on le fait et on apprend à chaque fois. Et après, il y a aussi, je dirais, le deuxième point, c'est on n'a pas envie de se justifier. Moi, qui suis à fond et qui franchement montre, enfin c'est un élément important d'ailleurs. Je pense c'est une vraie preuve. Je suis la première RH et je suis toujours chez Conto après 5 ans. Donc soit je suis très très folle. Soit en fait c'est bien parce que la boîte elle est quand même plutôt droite dans ses bottes et que il n'y a pas des trucs bizarres qui s'y passent, etc. Sinon à un moment donné tu as aussi le jeu des chaises musicales parce que la culture elle est un peu foireuse. Donc je pense que je suis un peu la garantie, tu vois, que c'est pas quand même si mal et c'est pas si dur chez Conto. Non, pour très concrètement, Glassdoor par exemple, on a des très bons commentaires. On a aussi des gens qui vont mettre des commentaires beaucoup moins positifs. On répond en fait, parce que c'est toujours une question de point de vue. La personne qui part, elle va dire, je sais pas, les managers, il y a eu ci avec mon manager, il y a eu ci. C'est déjà des cas isolés, comme je disais, ça peut être des cas isolés, et surtout, c'est un point de vue. Donc nous, on partage le nôtre. C'est pas pour dire qui a tort, qui a raison. On entend complètement le point de vue, mais nous, on donne le nôtre aussi, par honnêteté, quoi. Ok. Et l'autre question que je me posais, mais pareil, hein, c'est vraiment très mécaniste, entre guillemets, c'est quand on fait le choix d'avoir une culture qui est marquée et qui va donc pousser les potards très élevés sur certaines choses. Tu parlais de l'exigence, par exemple, là, qui est une un très bon élément de culture. Comment est-ce que toi et tes équipes, vous vous assurez d'être toujours du bon côté des potards? Parce que derrière, il y a un dicton qui dit tout est poison quand on le met au niveau maximum. Par exemple, je prends l'exigence, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Hein. L'exigence tournée au niveau maximum, ça peut potentiellement faire du mal à des gens. De la même manière que la bienveillance tournée à son maximum, c'est très permissif et ça crée beaucoup de problèmes. Comment toi et donc tes équipes et tout le monde en Conto, vous arrivez à essayer de naviguer en vous disant on pousse les potards très élevés dans l'exigence, mais ça c'est la ligne rouge, la ligne où on dépasse l'exigence, je prends l'exigence ou autre chose, hein, et on passe dans autre chose qui est pas bien, qui est toxique. C'est intéressant sur la partie culture en général. Déjà, on a des valeurs, on a des méthodologies de travail, mais on n'est pas en train de marteler partout, tous les jours. Ah ça, attention, c'est pas en raccord avec nos valeurs. Ou d'avoir des comportements hyper identifiés, ça c'est ok, ça c'est pas ok. Je veux dire, déjà, on pousse pas le sujet de la formalisation de la culture dans son extrême. Donc, et à un moment donné, on se laisse aussi vivre. Enfin, la culture, elle vit, c'est un élément vivant, quoi. Donc, faut pas non plus trop en faire, je pense. Et après, on a chez Conto, on monitore en fait. On monitore les gens qui arrivent. On a chaque personne qui arrive va voir son manager dans le premier mois, puis après pour la période d'essai, va voir aussi son RH de référent pour justement donner son feedback. Et là, du coup, sur les premiers mois, c'est beaucoup un échange sur la culture. Qu'est-ce que tu as compris de la culture, comment tu la vis, qu'est-ce qui t'étonne, qu'est-ce que tu aimes bien, qu'est-ce que tu aimes moins bien. Donc on récupère toujours énormément de data qu'après on exploite dans l'équipe. Et puis après, il y a des choses plus classiques côté RH, où on a nos enquêtes d'engagement anonymes tous les 6 mois. Et donc ça, c'est un vrai moyen d'aller voir. Et il y a beaucoup de questions d'ailleurs sur la culture. Tu parlais de l'exigence, on va avoir des questions sur work-life balance, etc. Où là, on va aller mesurer très concrètement. Est-ce qu'il y a des équipes dans lesquelles ça pète et pour lesquelles il faut intervenir. Et ça vient pas, attention, ça vient pas d'ailleurs.
la cause n'est pas toujours parce qu'on a une culture d'exigence. C'est parce qu'il y a eu un gros projet qui était en retard, parce qu'il y a eu plus de charges de travail, machin, parce qu'il y a un manager qui a été moins bien formé, du coup, qui s'est un peu foiré pour embarquer ses équipes sur... voilà, donc il y a plein... On essaye après de comprendre les raisons. Mais en tout cas, on a aujourd'hui des métriques très précises qui nous permettent de voir là où ça va pas. Et au niveau du leadership, on en parle. C'est-à-dire que c'est des discussions très récurrentes sur attention, là il y a un risque. Là on est en train de tirer un peu trop fort, donc qu'est-ce qu'on fait? Comment on réajuste? Donc on est très conscient qu'il peut y avoir ces dérives et du coup on prend les sujets à bras le corps, quoi. Oui, quelque part, en fait, ce que tu me renvoies, et c'est d'une simplicité qui est assez désarmante, c'est comment tu monitores qu'il n'y a pas d'effet de bord sur la culture. Bah, t'oublies la culture parce que c'est un sujet parmi d'autres, et tu monitores les gens qui vont mal, les gens qui tirent trop sur la corde, pour t'assurer que ça n'arrive pas, quoi, ou que ça arrive le moins possible, parce que bon, dans une boîte en croissance, malheureusement, ça peut arriver, mais ok, très clair. Est-ce que tu es prête pour la dernière question philosophique, ma chère Sarah? On va voir. Et je la prépare, j'en fais tout un plat. Non, c'est philosophique au sens où je pense que c'est une question qui n'a pas de réponse, soyons très honnêtes, mais c'est un truc qui me tourne dans la tête depuis quelques temps et j'adorerais avoir ton point de vue là-dessus. En fait, le paradigme startup ou des boîtes qui ont une culture qui est très forte, c'est un paradigme de choisir, de créer, non pas des clones, parce que c'est pas vrai. On peut avoir de la diversité dans un pan de culture, mais de se couper de la complexité que c'est de gérer une société dans laquelle il y a absolument tous les profils, comme la société civile, par exemple, et de définir assez finement un environnement dans lequel ce type de population va s'épanouir. Qu'est-ce que tu fais, par exemple, pour prendre un exemple qui est très extrême, quand tu as une équipe de sport de très haut niveau? Une équipe de sport de très haut niveau, tu n'essayes absolument pas de faire vivre une diversité complète, tu prends des gens qui sont très très bons dans leur poste, il y a un objectif qui est très difficile à atteindre et tu as une culture qui est souvent très marquée, une culture d'équipe, et soyons très clairs, c'est ni bien ni mal, je trouve que c'est très bien parce que pour toutes les personnes qui se sont déjà retrouvées à essayer de faire sortir un bateau de type start-up de terre, sans ça, le truc il pète en vol. Enfin, c'est une évidence, tu peux pas avoir 10 personnes dans la barque, 5 qui rament à gauche, 5 qui rament à droite et espérer que le truc s'en sorte. Bon, plus les boîtes grossissent, plus moi il y a une question qui me taraude, qui est la question de la responsabilité quelque part sociétale, qui est à quel moment on peut considérer que ce jeu de la communauté entre guillemets, et ce n'est pas péjoratif ce que je dis, mais donc d'essayer de rassembler des personnes qui parlent la même langue et donc qui vont avoir beaucoup plus de facilité à aller vers le même objectif, à quel moment la boîte atteint une taille suffisante pour qu'on considère peut-être qu'il est temps de basculer sur un mode de société, au sens de la société civile, donc avec une diversité qui est plus grande et qui doit être plus proche de ce qu'on trouve dans le monde. Et quand je parle de diversité, soyons très clairs, je parle pas de diversité au sens diversité inclusion, d'avoir tous les genres, toutes les origines, tout ça. Je vais plutôt parler presque au niveau culturel. De dire quand on est président d'un pays, on doit faire avec des gens qui sont du même bord politique que soi, des gens qui sont d'un bord politique différent, tout un tas de personnalités différentes. On est obligé de gérer la société. Si c'est trop flou, tu peux me demander de réfléchir, de répéter. En fait, j'ai envie. On redémarre un podcast là, c'est ça? Parce que du coup, j'ai envie de dire plein de trucs comme ça. Moi, c'est comme ça. Comme ça, je dirais que. En fait, je dirais que c'est déjà le cas. Enfin, en fait, je ne vois pas forcément le lien entre la taille de l'entreprise et cette diversité dont tu parles. Aujourd'hui, on a tous des histoires différentes, on vient tous d'univers différents. Alors, mais si on parle pas même des écoles, des machins, des trucs, des origines ethniques, etc. Enfin, clairement, à chaque fois que tu parles à quelqu'un, tu te dis, mais évidemment, je suis très différente. Moi, je me suis jamais sentie dans un environnement cloné chez Conto, jamais. Parce qu'on n'a pas les mêmes passions, on n'a pas les mêmes métiers, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes histoires de vie. Donc, franchement, la diversité, from day one, si tu parles de ces diversités-là, elle existe dans n'importe quelle boîte. Ça on est bien d'accord. Ça, j'en suis convaincue. Mais par contre, vous êtes coupé des pas conto. On est coupé des pas conto. By design, c'est pas un jugement, hein. C'est comme ça, et c'est bien. Mais à quel moment on commence à se dire, tiens, on peut interroger ça?
Bah, en fait, on est coupé des pas conto, mais avoir, si on revient sur les sujets de valeurs, etc., avoir envie de s'améliorer, de grandir, de se développer, euh, tu peux le faire, enfin, tu peux avoir cette envie-là en venant d'univers hyper différents. Donc, du coup, j'ai pas l'impression que ça te coupe dans la diversité, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va chercher des gens qui veulent avancer dans la même direction. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, le passé, enfin, les diversités sont là, quelle qu'elle soit. Et d'ailleurs, franchement, aujourd'hui, c'est impossible en tant qu'entreprise qui lève de l'argent, qui est exposée publiquement, etc., et même philosophiquement et d'un point de vue conviction, de ne pas se préoccuper de ces sujets de diversité et inclusion que tu as évoqués. Donc, franchement, on le Je fais fait une et on petite emphase choisit. là-dessus. À aucun moment, je pensais dire qu'il y avait des problèmes de diversité et inclusion. Que Conto, je pense que c'est plutôt l'inverse. Mais je pense que tu as saisi la Ouais, notion ouais, ouais, plus ouais, complètement, complètement. vaste, entre guillemets. Ouais. Exactement. Mais donc, du coup, donc, évidemment, je pense qu'aujourd'hui, toutes les startups scale-up se posent ces questions sur la diversité et l'inclusion et on en fait partie. Et on choisit vraiment nos batailles. On ne peut pas toutes les mener, mais en tout cas, on en sélectionne quelques-unes. Chez nous, par exemple, c'est les internationaux et les femmes. Mais pour revenir sur les différences, en fait, tu peux être on peut tous être très différents et avoir envie d'avancer dans la même direction, mais pour des raisons différentes. C'est-à-dire, je peux avoir envie d'apprendre des choses en permanence parce que ça fait partie de ma personnalité et que je suis extrêmement curieux. Je peux avoir envie d'apprendre et de m'améliorer. Évidemment, la culture condo, ce n'est pas que ça, hein, mais je prends cet exemple, cet angle-là, parce que j'ai envie de devenir un jour patron d'une fonction et je suis hyper ambitieux, etc., etc. Donc en fait, je trouve que ouais, y a, j'ai jamais vraiment ressenti cette idée de clone. Au contraire, je trouve qu'il y a une richesse dans l'approche. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est quand tu parles de la culture, bah, je pense que si tu faisais le podcast avec quelqu'un d'autre de chez Conto, tu n'aurais pas exactement les mêmes éléments de langage, les mêmes exemples, etc. Donc ça montre bien que du coup, on a un cap. On sait qu'on veut aller gagner ça et qu'on veut y aller peut-être potentiellement comme ça. Mais encore une fois, bah, avec notre approche hyper individualisée. Je pense, enfin, merci beaucoup pour ton avis là-dessus et je vais te dire un peu là, parce que work in progress, comme tu as compris, sur mes propres convictions là-dessus, je vais te dire un peu comment je l'entends, parce que j'aime beaucoup la notion de cap que tu remets et qui est importante, c'est on pourrait peut-être se dire que effectivement la différence entre la société civile, donc publique, qui prend la globalité du monde et les sociétés privées, comme Conto par exemple, c'est que par nature, mais tu parlais de L'Oréal qui a une culture qui est très marquée, un bateau, enfin le bateau Conto ou le bateau L'Oréal, par nature sont des bateaux. Donc à minima, on peut ouvrir au plus grand nombre qui ont envie d'aller là-bas. Et peut-être que ce n'est pas la responsabilité des sociétés privées que d'assurer la destination de justement de toutes les destinations. Et si je devais filer la métaphore, on pourrait peut-être se dire que la responsabilité civile, c'est de mettre à disposition un port, c'est-à-dire un endroit dans lequel tous les bateaux peuvent s'affréter, mais que ça ne sera pas la responsabilité des sociétés privées que de permettre toutes les destinations et qu'une ou deux, c'est déjà très bien. Exactement. Belle image, belle Allez, on a image. craqué le truc. Merci Sarah, tu m'as aidé à avancer dans la tête. Écoute, top, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'on passerait pas tranquillement à la fin de l'interview? On a fait un bon tour sur la culture, parce que ou alors on en fait un podcast que là-dessus, mais là faut qu'on arrête à un moment donné. Je pense Euh, qu'on a dit pas mal de choses. Écoute, top. Tu connais les questions un petit peu classiques, rituelles de fin d'épisode. Déjà, est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un blog, une ressource que tu recommanderais aux auditeurs, aux auditrices? Alors, moi, j'ai envie d'orienter vers un bouquin parce que si du coup ça vous intrigue, cette culture conto qui est très marquée, vous pouvez lire Learning to Scale de Régis Medina, qui est un coach avec lequel on travaille depuis vraiment le début chez Conto, et qui, en gros, pose la question de comment on scale en gardant notre efficacité et le plus de productivité possible en mettant au centre les people. Donc, c'est complètement la culture Conto. Donc ça, faut le lire. Ça donne plein d'outils, c'est hyper concret, ça se lit hyper facilement. Et pourtant, je suis vraiment pas fan des bouquins de management. J'ai déjà pas assez le temps de finir mon Sylvain Tesson qui est sur ma table de nuit depuis plusieurs mois. Donc C'est le voilà, mais pacte des parents? ouais, non, c'est même pas. Ouais, c'est ça. Pour le pacte des parents, c'est un bouquin de Sylvain Tesson, c'est ça, non?
Ah, je viens de confondre, c'est Sylvain Tillon qu'on salue. Ah oui, Donc, d'accord. oui, Non, parce que j'allais dire, je le connaissais pas celui-là, mais ouais. non, c'est sur son trip. Là, j'ai plus le titre, mais sur son trip tout au long de la France, juste après son accident. Enfin bref, il est absolument génial. Il faut que je le finisse. Et donc du coup, ouais, c'est celui-ci que je recommanderais. Yes. Et donc, en filigrane, il n'y a pas que les bouquins de management dans la vie. Hein. Lisez d'autres bouquins aussi. Exactement. Et enfin, tu connais notre tradition de passage de flambeau. À qui est-ce que tu aimerais passer le micro pour un prochain épisode? C'est quelqu'un qui sera disponible ou pas, ça, il n'y a pas de problème, mais au moins c'est une manière de faire un petit témoignage sympathique d'admiration, de plaisir que tu as à connaître la personne, de curiosité, enfin bref, un petit passage de relais, quoi. Ouais. Alors, juste, je précise, sur les chemins noirs, le bouquin de Sylvain Sur les Tesson, chemins noirs, ok. qui est très court accessoirement, donc c'est encore plus malheureux que j'arrive pas à le finir, et qui est génial. Alors, les personnes à rencontrer, je dirais, en fait, je pense, on a fini sur ces sujets de diversité, etc. Et pour pas forcément recommander quelqu'un qui est purement dans les RH, mais du coup, ces deux personnes, c'est Alexia et Sarah, qui ont fondé une boîte qui s'appelle A Female Agency. Et vraiment, ils se positionnent comme coach de talent féminin. Et notamment axé dans la tech. Et en fait, je les ai rencontrés parce que sur tous ces sujets de diversité, en fait, j'ai envie de mettre en place des choses concrètes et pas forcément de mettre le nom de Conto partout sur des trucs qui sont des labels qui n'apportent absolument rien. Et elles sont vraiment dans l'action sur le terrain. Et donc, on est en train d'essayer de voir comment on peut bosser ensemble. Enfin, d'ailleurs, c'est déjà le cas sur potentiellement l'intégration de talents féminins chez Conto. Mais voilà, il faut leur parler parce qu'elles ont une vision de l'écosystème, de la place des femmes dans la tech qui est hyper intéressant. Voilà. Eh bien, écoutez, toutes les deux, l'une ou l'autre, si vous avez envie de nous rejoindre sur le podcast, votre place est toute prête et vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Sarah, pour ce passage de relais. Écoute, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Je te remercie beaucoup pour justement nous avoir fait un petit peu voyager dans la culture Conto et de prendre pas mal d'angles dont certains sont peut-être un petit peu plus grattage dans le dos, on va dire. Donc, écoute, moi, je te remercie encore et puis il me reste plus qu'à te dire à la prochaine. Merci beaucoup et à très vite. Au revoir. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain.